Les poids lourds de la tech américaine, évidemment, les GAFA qui pèsent de plus en plus lourd dans les indices boursiers outre-Atlantique. Il faut qu'on revienne sur cette emprise, encore une fois, cette extrême emprise, encore une fois, des GAFA, les Google, les Apple, les Facebook et d'autres. Il faut dire que les résultats, notamment ceux de Meta de vendredi, étaient excellents. Bonjour Charles. Bonjour. Charles Sana, tout va bien? On vous entend mal. Est-ce que c'est mieux là? Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Vous m'entendez Charles? Je vous entends très bien David. Voilà, on est bon. Pour les GAFAM, alors il y a les GAFAM, il faut rajouter maintenant Nvidia. Mais ces 6 valeurs, c'est en bourse 12 000 milliards d'euros de capitalisation boursière. C'était 3 000 et ça nous ramène début 2019. Est-ce que ça commence à devenir vertigineux? Et en même temps, pardon, avant que je vous laisse répondre, en même temps, quand on voit les résultats financiers, ils sont tout simplement exceptionnels. Aucune déception, on l'a vu au travers de toutes les publications des GAFA des derniers jours. C'est quand même 300 milliards de dollars de profit sur 2023 pour les GAFAM, hors Nvidia. C'est considérable. Effectivement, alors la capitalisation boursière peut sembler vertigineuse, mais les résultats obtenus par ces entreprises sont absolument exceptionnels. Donc on a affaire à des sociétés qui ont des niveaux de trésorerie, enfin, je parle de dizaines de milliards de dollars pour chacune d'entre elles. Donc on est sur des niveaux d'entreprise tout simplement qu'on ne retrouve pas ailleurs. Voilà. Donc ce qui fait une grande différence, pardon, ce qui fait la grande différence avec les dot-com, pardon, on revient à plus de 20 ans en arrière, où il y a des valorisations qui étaient extrêmes et extrêmement élevées, mais sans puissance financière à l'image des chiffres que vous venez de donner. Oui, mais absolument. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, par exemple, vous prenez Google. Google, aujourd'hui, c'est une trésor de 135 milliards de dollars. 135 milliards de dollars de trésorerie sur leur compte. Là, au moment où on parle, ils ont 135 milliards de cash et ils ont un résultat net attendu de 84 milliards de dollars pour 2024. Donc ça c'est rien que pour la société Google. Quand on est en l'an 2000 et qu'on a l'explosion de la bulle Internet, l'immense différence entre, comme vous le disiez, il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on sait quelles sont les sociétés qui rapportent réellement de l'argent et qui sont devenues des machines à cash, alors que lors de l'explosion de la bulle Internet explose justement parce qu'on ne sait pas quelles sont les sociétés qui seront les machines à cash du futur. Donc la situation est radicalement différente et ceux qui compare ces niveaux de valorisation atteints par ces sociétés .com ou .com aujourd'hui et il y a 20 ans, à mon avis, ça n'a aucun sens de faire cette comparaison compte tenu de l'évolution et du changement considérable de contexte économique. Ouais, après, il faut qu'on regarde évidemment ce qui s'est passé sur Meta vendredi. Résultats qui ont été excellents, 40 milliards de profits, encore une fois, en hausse de 70%. Le titre qui prend 20% d'une séance, c'est assez rare. Ça fait comme 200 milliards de dollars de capitalisation gagnée sur une seule séance. Je crois que c'est du jamais vu à Wall Street. Et en même temps, c'est une valeur qui a aussi beaucoup baissé en 2022, qui a été délaissée par les investisseurs. Et il y a ce retour en grâce, encore une fois. Après, voilà, donc c'est pas linéaire non plus. Meta a beaucoup baissé, notamment du fait des milliards de dollars investis dans le métaverse. Voilà, c'est un retour à meilleure fortune en accéléré. Oui, et finalement extrêmement logique. Alors, souvenons-nous, 2022, Meta décroche sur des inquiétudes liées à la politique de Zuckerberg qui investit massivement sur les métaverses, un petit peu effectivement en avance par rapport à ce qui aurait dû, par rapport à ce qui se passe, si vous voulez, sur le marché, par rapport à la maturité du métaverse. Il n'en demeure pas moins que Meta, à cette époque-là, continue à gagner de l'argent sur ses métiers historiques. Donc certes, les métavers peuvent sembler un gouffre à ce moment-là, mais pourtant, Meta reste une société structurellement rentable. Donc Meta est massacré de manière, à mon sens, assez injuste, et le retour à meilleure fortune qu'on a aujourd'hui trouve son origine
je pense, dans cette erreur d'appréciation des marchés qui ont oublié que Meta était une machine à cash. Et d'ailleurs, si vous regardez les chiffres de Meta aujourd'hui, Meta a encore augmenté ses pertes dans les métaverses, si vous voulez, puisque au lieu de perdre 4,6 milliards de dollars, 4,3 milliards de dollars, ils en ont même perdu 4,6. Donc vous voyez, ils ont rajouté 300 millions de dollars de pertes sur les métaverses, mais les marchés se rendent compte de deux choses. La première chose, c'est que Meta reste une machine à cash sur ses métiers historiques. Et la deuxième chose, c'est que Meta est en train de gagner de l'argent et de créer du chiffre d'affaires sur sa branche métaverse avec plus d'1 milliard de dollars aujourd'hui de chiffre d'affaires et de revenus sur cette activité. Et enfin, petit clin d'œil qui, à mon avis, n'est pas tout à fait innocent dans l'excellente performance de Meta de ces derniers jours. Le premier dividende versé. Oui, aussi, mais alors je ne pensais même pas à ça. Ah, vous pensez à quoi? Même pas à ça, David. Je pensais à l'Apple Vision. Est-ce que vous avez vu ce casque de réalité augmentée et de réalité virtuelle qui vient d'être lancé par Apple aux États-Unis à 3500 dollars le casque, hein, rien de moins, quand même, ça fait un petit peu de sous. Et vous avez aujourd'hui des gens qui sont tellement heureux de leur truc immersif qu'ils se promènent même dans la rue avec, on les voit au volant de leur voiture avec, puisque contrairement au casque Oculus Quest, par exemple, de Meta, le casque d'Apple, on peut comparer ça, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, un peu à d'énormes lunettes de ski, et donc vous voyez à travers. Ce qui fait que les gens se promènent littéralement dans la rue avec cette espèce d'immense casque. Donc ça donne des scènes un petit peu surréalistes, et on les voit pianoter sur des claviers imaginaires, cliquer sur des écrans imaginaires qui n'existent pas, puisque tout se fait avec les mains, et c'est extraordinaire. Et donc, les métaverses sont en train, en réalité, de s'inviter et de rentrer dans la vie quotidienne des gens. Alors, c'est pas Meta qui l'a fait, hein, c'est encore une fois Apple qui l'a fait avec son nouveau casque qui a été mis en vente le 2 février aux États-Unis et pas encore disponible en Europe. Mais c'est un vrai changement et vous allez voir, les métaverses vont s'inviter dans notre univers quotidien. Ouais. Après, je reviens à mon dividende. Premier versement de dividende par Meta, c'est aussi le signal qu'une époque a changé aussi. Mais au-delà de ça, au-delà du cas de Meta, et c'est aussi la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est on voit cette ascension des poids lourds de la big tech américaine qui semble irrésistible. Pourquoi est-ce que les GAFAM, et on peut mettre Nvidia dedans et ça en fait 6, pourquoi il ne régnerait plus comme ça outrageusement sur les bourses mondiales et sur Wall Street? Est-ce que le vent pourrait tourner? Pour le moment, je vois pas de raison objective d'imaginer que ça tourne. Alors, on peut toujours imaginer l'arrivée d'un concurrent. Aujourd'hui, ce sont des sociétés qui sont dans des positions de domination extrême, avec des trésors de guerre fantastiques, avec une capacité à recruter pour chacune d'entre elles les meilleurs talents, donc d'être capable d'assécher les marchés des talents, d'être capable de racheter une société qui pourrait éventuellement venir faire une avancée suffisamment disruptive, comme on dit, capable de menacer leur existence potentielle. Donc aujourd'hui, ces entreprises-là ont atteint une taille telle qu'en réalité, les marchés ont douté qu'à un seul moment, c'est quand les autorités économiques et politiques américaines ont commencé à lancer des enquêtes pour des abus de position dominante. C'est la seule menace aujourd'hui sur ces immenses sociétés. Je mets Apple de côté et je mets Amazon de côté, on va y revenir. Sur les autres entreprises, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Meta, le seul risque est un risque juridique. Vous avez Mark Zuckerberg qui a été auditionné très récemment par le Sénat américain. Vous
ça a été très très dur pour lui, avec des grosses accusations, notamment autour des crimes de pédophilie potentiellement commis via les plateformes, ou le soutien qui pourrait, ou l'utilisation que certains pédophiles pourraient faire des plateformes, etc. Bon, donc là vous avez un risque juridique, vous avez un risque de démantèlement pour des risques d'abus de position dominante. Ça avait été le cas pour Microsoft, et c'est quelque chose pour lequel Google, via Alphabet, a été menacé. Pour Amazon, c'est autre chose. Pour Amazon, la puissance aujourd'hui d'Amazon est incontestable. Amazon, c'est une trésorerie de 85 milliards de dollars. C'est un résultat net attendu en 2024 de 40 milliards de dollars. Donc, c'est une immense puissance financière et commerciale. Néanmoins, ce qui peut menacer une société comme Amazon, c'est un changement d'usage. Et ce changement d'usage, vous le voyez poindre sur un point très précis, c'est que le succès d'Amazon, c'est sa logistique. Et sa logistique, c'est la livraison Prime en 24 heures. Où que vous soyez quasiment dans le monde, vous passez la commande aujourd'hui, vous êtes livré demain. Et ça repose sur une consommation d'énergie et de pétrole qui est absolument considérable, et sur des activités qui sont extrêmement carbonées. Donc, le risque d'Amazon, par exemple, là, c'est vraiment un risque de changement d'usage. Ça peut déstabiliser Amazon. On peut même se poser la question de la pérennité du modèle économique d'Amazon dans un monde que l'on veut décarboner avec pas de CO2, etc., etc. Donc là, éventuellement, on peut imaginer un scénario où l'avenir ne serait pas forcément rose pour Amazon. Oui, pardon. Non, c'est hyper intéressant. Après, la question qu'on se pose, pour revenir aussi à des considérations financières, même si vous les mentionnez, on a une absence de diversification, et on va finir là-dessus. Les investisseurs aujourd'hui du monde entier raffolent, il faut avoir des GAFAM et Nvidia en portefeuille, ce qui crée une extrême concentration. Encore une fois, tous les investisseurs font le même pari sur une poignée de valeurs. Cette concentration extrême, est-ce qu'elle a des limites quand on sait que, je crois que j'ai plus le chiffre en tête, mais 90% de la hausse du Nasdaq en 2023 était sur les 7 magnifiques. Ou les 7 fantastiques, en incluant Tesla qu'on a sorti depuis évidemment. Oui, vous avez tout à fait raison de mener cette réflexion-là, David. C'est un vrai sujet, et c'est très compliqué. C'est-à-dire que si vous voulez avoir du rendement, pas du rendement, de la performance, on va dire, vous êtes obligé d'aller chercher ces valeurs-là. Et d'un autre côté, si vous allez chercher trop ces valeurs-là pour avoir de la performance, qu'est-ce que vous faites? Vous tombez dans le piège de la non-diversification de votre portefeuille. Et donc, en fait, diversifier votre portefeuille aujourd'hui, ça veut dire soit aller faire du stock picking. C'est pas forcément simple sur d'autres types de valeurs qui peuvent performer d'ailleurs, soit vous restez trop concentré et vous oubliez de vous diversifier. C'est toujours extrêmement dangereux, car même si je vous dis qu'aujourd'hui... Mais tant que ça monte, tout va bien. Le problème, c'est que c'est le jour où ça se retourne. Si jamais ça se retourne, il y a bien un jour ça se retournera. Mais un jour, ça se retournera forcément pour des raisons que l'on n'a pas prévues. Alors, vous me disiez qu'est-ce qui pouvait menacer ces entreprises. Alors, je vous ai dit les risques juridiques. Je peux vous prendre un autre risque. Par exemple, vous avez une immense éruption solaire et puis vous avez des immenses problèmes de communication, d'Internet, où vous avez les Russes qui viennent couper les câbles de télécommunication et donc il n'y a plus d'Internet. Donc, on peut imaginer plein de scénarios plus ou moins tirés par les cheveux ou graves ou probables ou tout ce qu'on veut, ou improbables d'ailleurs, qui peuvent faire que ces sociétés-là chutent, tombent ou trébuchent. Dans tous les cas, la règle numéro 1 de toute gestion patrimoniale, et que ce soit sur la bourse ou sur son patrimoine de façon générale, c'est la diversification. Et c'est la diversification des actifs. Oui, sauf que, pardon, je vous coupe, mais on va finir là-dessus, mais ça ne paye pas. Je veux dire, la diversification, tous ceux qui ont misé depuis 10 ans sur les GAFAM, ce sont les grands vainqueurs en termes de performance. Oui, jusqu'au jour où, badaboum, patatras, vous regrettez d'avoir été diversifié. Et c'est bien, mais vous avez tout à fait raison, je suis d'accord avec vous, la diversification ne paye pas, mais la diversification amène de la sécurité. Et en fait, quand vous parlez de rendement, de performance, c'est toujours sous contrainte, et donc c'est toujours un rapport risque-bénéfice, et donc soit vous augmentez votre performance en augmentant votre risque,
soit vous diminuez votre performance en diminuant votre risque. Et la diversification vient toujours diminuer les rendements, mais diminuer également le risque. Et ça, après, c'est des points de vue toujours très très personnels, mais je peux vous dire que lorsque j'étais banquier, j'ai vu le sujet Madoff. Et je peux vous dire qu'il y avait quelques clients qui n'étaient pas diversifiés parce qu'ils trouvaient que le rendement des fonds Madoff était tellement exceptionnel qu'il fallait vraiment être un imbécile pour aller investir ailleurs que sur Madoff. Madoff, c'est encore une autre histoire, Madoff, parce que oui, c'était une escroquerie, mais l'idée de la diversification reste la même. Hein. Mais c'est la même chose, parce que si ces gens-là avaient diversifié, eh bien, effectivement, ils auraient diminué leur rendement, mais ils auraient également diminué leur risque pour le cas peu probable, mais qui arrive de temps en temps, où les choses se passent mal ou pas comme on le prévoyait. Merci beaucoup. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Merci Charles, salut. Merci David, au revoir.